Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur et Laurent Runigo, et aujourd'hui nous poursuivons notre récit de la conquête de l'espace avec ce 5e épisode qui fait suite aux numéros 147, 148, 152 et 154, Claude. Et oui, bonjour Florent, bonjour Laurent, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, nous poursuivons le récit qu'on a commencé à vous raconter il y a quelques épisodes. Écoutez, on vit depuis 1957 une époque vraiment palpitante, c'est-à-dire l'époque où on commence à explorer l'espace, l'époque où, je dirais, on vibre aux premières incursions de l'homme dans l'espace et aussi à l'exploration de la Lune et des planètes, des proches planètes. Et c'est vraiment une époque absolument époustouflante qu'on vous raconte. Et on espère, surtout que moi, c'est l'époque que j'ai vécue, on espère vous faire vivre un peu cette époque-là, qui était une époque fascinante où, pour la première fois, l'homme s'aventure dans l'espace. Et nous couvrirons aujourd'hui les années 1973 et 1974, le début d'une nouvelle ère de la conquête spatiale. La course à la Lune est terminée, les Américains comme les Soviétiques passent à autre chose. Les premiers ont décidé de se doter d'une navette spatiale, tandis que les seconds s'affairent à s'installer sur orbite basse, à bord de stations spatiales. Officiellement, la compétition est terminée, bien que, bizarrement, les Soviétiques se livrent régulièrement à de petites courses contre les Américains, c'est ça ? En effet, c'est ce qu'on va voir. C'est aussi l'époque où non seulement on s'intéresse de plus en plus aux planètes, particulièrement à la planète Mars, mais aussi à l'exploration de Mercure et de Jupiter, comme on va le voir. En fait, dans le cas de Mars, il y a une espèce de course entre les Américains et les Soviétiques, à savoir lequel des deux va être le premier à se poser sur la planète Mars, parce qu'on ne s'est pas encore posé à ce moment-là, et aussi peut-être lequel des deux va, qui sait, découvrir des traces de vie sur Mars. C'est aussi une époque où on commence à collaborer entre les Américains et les Russes. On sait qu'ils se sont livrés une course à l'espace. Ce sont des ennemis tant sur la scène spatiale que sur la scène mondiale. Mais là, on commence à collaborer ensemble. Le besoin de collaborer se manifeste de plus en plus. Et du côté soviétique, il commence à y avoir une ouverture parce que les Soviétiques mènent leur programme spatial dans le plus grand secret. Et là, on va commencer, on va le voir dans la prochaine heure, commencer à percer certains mystères soviétiques. On peut aussi rappeler qu'on est au début des années 70 et c'est l'époque où la guerre froide prend fin. La guerre froide, c'est la période des années 50-60 où les Américains et les Soviétiques menacent presque à tout moment de s'anéantir avec leurs armes nucléaires, évidemment d'entraîner le monde avec eux. On l'a vu, il y a eu la crise des missiles de Cuba, etc. Et là, donc, dans les années 70, à cette époque-là, la guerre froide prend fin et là, il y a une ère de détente qui commence à s'installer entre les deux superpuissances spatiales, militaires plutôt. 1973, nouveau départ. Rappelons que l'épisode précédent de la conquête de l'espace, le balado 154, se terminait avec l'ultime mission d'exploration du sol lunaire par l'équipage d'Apollo 17 en décembre 1972. Et à partir de là, les Américains se désintéresseront de la Lune durant des décennies, contrairement aux Soviétiques. En effet, le 15 janvier, les Soviétiques déposent sur la Lune leur deuxième astromobile, qu'on appelle Lunokhod 2. Et cet astromobile-là est déposé dans un cratère de 55 km de diamètre et qui s'appelle le cratère Lomoni. C'est la première fois qu'on explore un cratère lunaire et c'est même la seule fois qu'on va le faire. Donc, c'est une formation géologique unique sur la Lune. Il y a des cratères, d'immenses cratères qu'on n'a pas sur Terre. C'est donc la seule fois qu'on va explorer un cratère. Évidemment, les astronautes d'Apollo, qui sont allés sur la Lune à 6 occasions, ont exploré les abords de certains cratères, mais ils ne s'y vont pas aventurer parce que ça aurait été beaucoup trop risqué pour eux. On ne sait pas ce que ça aurait été de descendre dans un cratère, est-ce qu'ils ont été capables de revenir. Donc, c'est la seule fois qu'on va explorer un cratère de la Lune, surtout un gigantesque cratère de 55 km de diamètre quand même. Et comme le premier Lunokhod, qui a parcouru 10 km dans la mer des Pluies en 1971, Lunokhod 2 a les apparences d'une baignoire de la taille d'une petite automobile montée sur 8 roues. Il est doté de plusieurs types de caméras et d'instruments scientifiques conçus pour évaluer la structure du sol et l'environnement lunaire.
Cet astromobile-là est piloté en direct depuis la Terre par une équipe de navigateurs. C'est pour eux une opération assez stressante parce qu'il y a un délai de 2 secondes et demie entre le moment où vous donnez un ordre à l'astromobile et celui où vous obtenez le résultat. Or, en 2 secondes et demie, il peut se produire plein de choses. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'expérience de piloter un drone, mais imaginez si vous pilotiez un drone avec un délai de 2 secondes et demie entre l'ordre que vous lui donnez et le résultat. Ça peut être très stressant. C'est drôle parce que 2 secondes et demie, on pense que c'est pas bien grand, mais il peut se passer beaucoup de choses en 2 secondes et demie. D'ailleurs, à certains moments de leur exploration, l'équipe de navigateurs, le pouls de certains d'entre eux va augmenter à 130, 135 battements minutes, tellement c'est stressant de dire on donne un ordre, qu'est-ce qui va arriver? Le robot parcourt ainsi 42 km durant les 5 journées lunaires, qui chacune dure 14 jours terrestres, mais malheureusement le 9 mai, le Lunokhod s'enfonce dans un petit cratère, d'où la poussière a vite fait de recouvrir ses panneaux solaires et de faire grimper sa température interne. Toutes les tentatives pour le déloger de sa fâcheuse position échouent, de sorte que le 3 juin, les Soviétiques sont contraints d'annoncer la fin prématurée de cette mission d'exploration. Il s'agira du dernier Lunokhod envoyé sur la Lune. Ce robot a pris pendant sa mission 80 000 photos de l'intérieur du cratère ainsi que 86 panoramas. Malheureusement, à l'époque, les Russes ne partagent pas beaucoup leur information, fait qu'on ne verra pas ces photos-là. Ça aurait pu être intéressant de voir qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur d'un cratère. En outre, durant sa mission, le robot a fait des centaines d'analyses de la mécanique du sol lunaire et de la structure du sol lunaire, de sa chimie. Donc, il a ramassé beaucoup d'informations, mais informations auxquelles on n'a pas eu accès, malheureusement. Décès d'un architecte oublié. Entre-temps, le 22 janvier, l'ex-président Lyndon Johnson décède à l'âge de 64 ans. Il s'agit de l'architecte du programme spatial américain puisqu'au début de l'ère spatiale, Johnson était sénateur démocrate et à ce titre, il a piloté au Congrès la création de la NASA et la mise en œuvre du programme spatial des États-Unis en collaboration avec le président républicain Eisenhower. À l'époque, républicains et démocrates collaborent aisément, ce qui ne se fait hélas plus de nos jours. Exactement. Johnson, vraiment, il a joué un rôle très important dans le programme spatial américain. On l'a un peu oublié aujourd'hui. Évidemment, il est devenu le vice-président de John F. Kennedy lorsque Kennedy s'est fait élire en 1961. Et Johnson lui a tragiquement succédé le 22 novembre 1963 lorsque Kennedy s'est fait assassiner. Comme président, Johnson, il a comme présidé à la mise en œuvre du programme Apollo, mise en œuvre réalisée par Jim Webb. Jim Webb, c'est le patron de la NASA dans les années 60. C'est le patron le plus célèbre de la NASA et c'est en son honneur qu'a été nommé le fameux télescope Webb. Sous sa présidence, en fait, la présidence de Johnson, on parle des années 60, a été marquée par les tumultes qu'il y avait à l'époque, particulièrement aux États-Unis, des révoltes estudiantines et autres. En fait, c'était une présidence très difficile à mener. Et de sorte que lorsqu'est arrivé les élections de 1968, Johnson n'a même pas pris le risque de se présenter comme candidat à la présidence parce qu'il savait qu'elle allait être battue tellement les gens étaient insatisfaits de la gouvernance des États-Unis. Gouvernance pour laquelle Johnson n'était pas si responsable. Il était plutôt victime des événements. Donc, Johnson donc s'est pas présenté aux élections de 68. C'est le républicain Richard Nixon qui va être élu en novembre 1968. Juste pour vous donner une idée du climat de l'époque, la campagne électorale de 1968 a été marquée par l'assassinat de Bobby Kennedy au mois de juin. Donc, c'était à l'époque où non seulement on assassine les présidents, mais on assassine même certains candidats à la présidence. C'est pas une belle époque, les années 60, comme je me plais souvent à le raconter. Et la suite du décès de Johnson, on convient rapidement que le centre spatial de la NASA qui dirige les vols habités, alors appelé le Main Spacecraft Center et situé en banlieue de Houston, sera renommé en son honneur. C'est pourquoi on parle désormais du Johnson Space Center, ou plus communément, dans le contexte spatial, de Houston tout simplement. Exactement. En même temps, au mois de mai, on va renommer le Cap Kennedy d'où s'envolent les astronautes en lui redonnant son appellation initiale de Cap Canaveral. Ce qui fait un peu de confusion. En fait, aujourd'hui, on peut dire que les astronautes s'envolent du Kennedy Space Center, situé à Cap Canaveral, en Floride.
En fait, le Cap Kennedy avait été, le Cap Canaveral avait été rebaptisé Cap Kennedy dans les semaines qui ont suivi l'assassinat du président Kennedy, mais fin des années 60, les résidents de la région disaient, nous autres, on voudrait rétablir l'appellation d'origine. On considère que nous habitons la région de Cap Canaveral et c'est pourquoi le changement a été effectué donc au mois de mai 1973. Une course spatiale méconnue. De leur côté, les Soviétiques livrent une autre course aux Américains, mais sans que ces derniers n'en soient informés. L'objet de cette course, l'occupation prolongée des stations orbitales. On sait en effet qu'à cette époque-là, les Américains s'apprêtent à lancer au mois de mai leur volumineuse station orbitale Skylab, dans laquelle 3 équipages d'astronautes devraient séjourner de 1 à 2 mois. Or, les Soviétiques vont mettre tout en œuvre pour damer le pion aux Américains. Et là, ce qu'on va vous raconter, là, on le savait plus ou moins à l'époque. On était plus ou moins conscient qu'il y avait une course, que les Soviétiques menaient une course contre les Américains. C'est pour ça que quand je dis que les Américains n'étaient pas au courant, même nous qui suivions le spatial, c'était pas aussi clair que ce qu'on va vous raconter dans les prochaines minutes. Le 3 avril, ils placent sur orbite une station spatiale qu'ils baptisent Salyut 2. Fidèles à leurs habitudes, ils ne dévoilent rien de leur plan, mais tout porte à croire qu'ils tenteront de réaliser un séjour d'1 mois dans l'espace avant que les États-Unis en fassent autant. Ils tentent donc de reprendre leur vol habité suspendu depuis 2 ans, à la suite du décès de l'équipage du Soyouz 11 au terme d'un séjour de 3 semaines dans Salyut 1. Cependant, une puissante explosion survient à bord de la station alors qu'elle est inoccupée. Heureusement, il n'y avait personne à bord. Mais là, le Salyut 2 est sévèrement endommagé. En fait, ses panneaux solaires sont arrachés, ses antennes sont arrachées. La station est vraiment mal en point. En fait, impossible d'y envoyer des cosmonautes pour possiblement sauver la station. Celle-ci, finalement, est à la dérive dans l'espace et finalement, elle va se désintégrer au-dessus de l'Australie sans faire aucun dégât. C'est un hasard amusant. Hein? On a souvent parlé dans des balados dans la région d'Australie, on appelle ça le cimetière des satellites. C'est là qu'on précipite les gros engins spatiaux pour que s'il y a certains débris qui arrivent au sol, ils percutent aucun territoire. Et c'est à peu près ce que Salyut 2 a fait tout à fait par hasard. Mais qu'à cela ne tienne pour les Soviétiques, alors que les Américains s'apprêtent à lancer leur Skylab le 14 mai, le 11, ils lancent une nouvelle station Salyut. En effet. Cependant, dès sa première orbite, la station épuise tout son carburant et elle devient alors une épave à la dérive. Les Soviétiques ont le temps de camoufler cet échec en nous disant que c'était pas une station spatiale, c'était tout simplement un satellite Cosmos, le Cosmos 557, un banal satellite scientifique. En fait, sur le coup, ça a marché parce qu'on n'a pas vraiment réalisé que c'était un Salyut. Il a fallu attendre une couple d'années pour réaliser que le Cosmos 557, ce n'est pas un satellite scientifique, mais c'était une station orbitale. Donc, on n'a pas vraiment réalisé sur le coup que quelques jours avant le lancement du Skylab, les Russes ont tenté d'orbiter une autre station. Il aurait pu y avoir à ce moment-là 2 stations orbitales en opération en même temps avec à la fois des cosmonautes et des astronautes. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. De leur côté, les Américains lancent comme prévu le Skylab. Mais comme nous le racontons en détail dans le balado 111, Salyut Skylab, l'ultime course à l'espace, celle-ci subit d'importantes avaries en cours de lancement. Sur le moment, la station semble une perte totale, une autre épave à la dérive. Exactement. Sauf que la NASA ne s'avoue pas vaincue pour autant. Elle improvise littéralement une mission de sauvetage, comme on le raconte dans le balado, et cette mission-là va réussir malgré la cascade de problèmes qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Je vous invite à réécouter le balado parce que c'est vraiment un épisode très extraordinaire de la conquête de l'espace. En fait, ce qu'on observe, c'est que la NASA a réussi à sauver Skylab en tirant profit de toute l'expérience qu'elle avait acquise durant les missions Gemini-Apollo, où là, elle était confrontée souvent à de multiples incidents, à des urgences de dernière seconde. Les gens vont avoir en mémoire, évidemment, la mission Apollo 13, mais si vous allez dans probablement le 3e épisode de cette aventure, on raconte le programme Gemini, il est arrivé aussi beaucoup d'incidents de dernière minute. Donc,
La NASA a acquis une expertise de faire face aux urgences comme aucune autre agence spatiale ne possède. Ni les Soviétiques, ni les Chinois n'ont cette expérience-là, n'ont cette expertise-là. Ce qui a vraiment permis à la NASA de dire Skylab est en perdition, restons calmes, nous allons trouver le moyen de la sauver, ce qui est effectivement arrivé. Et en fin de compte, 3 astronautes s'installent à bord de Skylab le 26 mai, y effectuent une impressionnante série d'expériences médicales, technologiques et scientifiques avant de revenir sur Terre au terme d'un vol record de 28 jours. Sans même le savoir, les Américains remportent donc une course menée en secret par les Russes. Vers Mars et bien au-delà. En 15 années d'exploration du système solaire, aucune sonde spatiale n'a franchi l'orbite de la planète Mars. Mais en mars 1972, la NASA lance Pioneer 10 qui a pour mission de se rendre jusqu'à Jupiter. 4 mois plus tard, cette sonde s'aventure dans la ceinture d'astéroïdes, une zone située entre les orbites de Mars et de Jupiter et qui s'étend sur 430 millions de kilomètres. Cette ceinture est constituée de plusieurs centaines de milliers d'astéroïdes connus et de milliards d'autres de taille plus réduite. On craint ainsi qu'une collision avec l'un ou l'autre de ces astéroïdes indétectables ne soit fatale à la sonde. Cette ceinture d'astéroïdes pourrait même constituer une barrière infranchissable nous empêchant d'explorer les planètes lointaines. La première mission de Pioneer 10 est donc de voir s'il est possible de traverser cette zone sans encombre. C'était vraiment l'inquiétude qu'on avait à l'époque. Heureusement, le 15 février 1973, Pioneer ressort indemne de la ceinture d'astéroïdes. Elle l'a traversée donc sans problème. Durant cette traversée qui a duré 7 mois, la sonde a subi quelques impacts de micro-astéroïdes, mais beaucoup moins que ce à quoi on s'attendait, et surtout, aucun n'a endommagé la sonde. Et ça fut un grand soulagement pour la NASA, parce que la NASA s'est dit à ce moment-là, là, on peut penser qu'on va pouvoir traverser la ceinture d'astéroïdes sans trop de problèmes et donc aller explorer les planètes lointaines. C'est donc dire que Pioneer 10, avant même d'arriver à son rendez-vous avec Jupiter, qui est prévu au mois de décembre, elle avait déjà fait une découverte, une observation très importante, c'est-à-dire qu'on peut traverser la ceinture d'astéroïdes sans trop de problèmes, ce qui est un grand soulagement, ce qui va permettre évidemment, on le sait aujourd'hui, d'envoyer plusieurs sondes explorer les planètes lointaines, mais la ceinture d'astéroïdes aurait pu constituer une barrière infranchissable. Ça aurait été embêtant. Et pour leur part, les Soviétiques lancent en juillet et août 4 sondes conçues pour explorer la planète Mars, baptisées Mars 4, 5, 6 et 7. Comme à leur habitude, ils ne dévoilent rien des objectifs précis de ces opérations, mais on se doute que certaines sondes tenteront de se poser sur la planète rouge, ce qui constituerait donc là une grande première. En effet, et les Américains avaient à l'origine prévu lancer à la même époque leurs sondes Viking, qui elles aussi sont conçues pour se poser sur la planète Mars. Si ça avait été le cas, on aurait vraiment assisté à une course, lequel des deux va être le premier à arriver aux abords de Mars et lequel des deux va être le premier à réussir à se poser sur Mars. Malheureusement, au début des années 70, comme on l'a rapporté dans l'épisode précédent, il y a eu d'importantes coupures budgétaires dans les budgets de la NASA, de sorte que le lancement des sondes Viking va être reporté à la fenêtre suivante, celle qui va s'ouvrir à l'été de 1975. C'est donc dire que les Soviétiques ont le champ libre, là. Ils vont être les premiers à arriver à la planète Mars et peut-être à réussir à s'y poser. Leurs 4 sondes Mars doivent arriver à la planète au mois de février et mars 1974. On va en parler dans quelques minutes. La comète du siècle. Au printemps, un astronome tchèque, Lubos Kohoutek, repère une grosse comète au-delà de l'orbite de Jupiter. Lorsqu'elle passera près du Soleil, dans le temps des fêtes, cette comète pourrait devenir 10 fois plus brillante que toute autre comète et possiblement même aussi éclatante qu'une pleine lune. Imaginez la scène. On en parle donc comme de la comète du siècle, et puisqu'elle porte son nom, l'astronome devient rapidement une vedette internationale. Une petite question, Florent. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la comète de Kohoutek? Je n'avais pas entendu parler, non. Ça me disait rien. C'est ça. J'en parlais avec des gens autour de moi, des jeunes autour de moi, puis personne n'a oublié ça. Alors qu'à l'époque, ce fut un événement très important. On parlait véritablement de la comète du siècle, d'un spectacle absolument extraordinaire. On va voir dans quelques secondes pourquoi vous en avez jamais entendu parler. En fait,
l'une des particularités de cette comète-là, c'est qu'elle provenait du fin fond du système solaire. En fait, elle décrit une orbite extraordinairement allongée, une orbite qui fait que la comète orbite jusqu'à 18 000 unités astronomiques du Soleil, pour ensuite, évidemment, venir passer près du Soleil. Je rappelle qu'une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. C'est donc dire que cette comète-là s'éloigne du Soleil 18 000 fois plus que la Terre ne l'est en temps normal. Donc, elle décrit une orbite qui circule, qui prend à peu près 70 000 ans à décrire. Pour comparer, Pluton, qui est la planète la plus distante, orbite à une distance moyenne de 40 unités astronomiques, et elle décrit son orbite en 250 ans. Donc, la comète de Kodiak, 18 000 unités astronomiques, 70 000 ans. C'est donc, elle vient vraiment des profondeurs du système solaire, et c'était donc un objet très intéressant à étudier. Apprendre à se connaître. En 1972, les deux rivaux de l'espace conviennent de réaliser une mission conjointe. Une capsule Apollo ira s'arrimer à une capsule Soyouz en juillet 1975. Il s'agit de la mission Apollo-Soyouz, autrement appelée ASTP, pour Apollo-Soyouz Test Project. Le but premier de cette mission est, dans la foulée de la détente qui s'installe entre les États-Unis et l'Union soviétique, d'apprendre à se connaître, à collaborer ensemble et à développer un système d'arrimage compatible entre les deux vaisseaux. Le 30 janvier, la NASA annonce qui volera à bord d'Apollo. Il s'agit des astronomes Tom Stafford, Vance Brand et Dick Slayton. 4 mois plus tard, les Soviétiques en font autant. Leur Soyouz sera piloté par Alexei Leonov et Valery Kubasov. C'est drôle à dire, mais pour les Russes, c'était une première de dévoiler le nom des cosmonautes d'un équipage qui va s'envoler. Parce que les Russes attendent toujours que les cosmonautes soient placés en orbite pour dire qui sont à bord des vaisseaux spatials. Et même dans le cas de la mission Apollo-Soyouz, ils ont désigné 3 équipages de réserve, dont le nom de 4 cosmonautes qui n'ont jamais volé. Parce que dans le cas des Russes, dans le cas des Américains, quand les Américains choisissent des nouveaux astronautes, immédiatement leurs noms deviennent publics, ils deviennent presque des héros, si on pense aux 7 premiers astronautes américains, bien avant d'avoir volé. Dans le cas des Russes, il faut attendre qu'un cosmonaute soit dans l'espace pour apprendre son existence. Ça illustre un peu l'opacité du programme spatial soviétique. On ne sait pas d'avance qui va s'envoler et on ignore totalement les cosmonautes qui n'ont pas volé. D'ailleurs, il y a des cosmonautes qui n'ont jamais volé et il a fallu attendre des décennies avant de découvrir leur nom. Le programme spatial était vraiment, vraiment opaque, inutilement opaque, si je peux dire. Puis, du 9 au 20 juillet, un premier contingent d'experts et de cosmonautes russes séjourne au centre spatial de Houston. C'est l'occasion pour eux de se familiariser avec les façons de faire et les technologies américaines, et pour nous d'apprendre à connaître les cosmonautes assignés à la mission. À cette occasion, les cosmonautes vont être les premiers Russes à s'installer à bord des simulateurs d'Apollo et de voir donc comment fonctionne une capsule américaine. Le contingent va aussi être amené à visiter les usines où sont fabriquées les capsules Apollo. Donc, les Soviétiques ont vraiment accès à la technologie américaine et il faut savoir qu'au mois de novembre, les Soviétiques vont leur rendre l'appareil, c'est-à-dire que les Américains vont se rendre à Moscou et vont avoir accès aux simulateurs et aux installations soviétiques. C'était une grande première à l'époque. Les deux camps ont énormément à apprendre l'un de l'autre, à commencer par développer un langage commun pour décrire les approches et les technologies spatiales, parfois assez différentes. Voilà qui représente tout un casse-tête pour les traducteurs. En fait, on a réalisé à cette époque-là qu'il y a plusieurs façons d'aborder un même problème. En fait, il y a la façon américaine, mais il y a aussi la façon soviétique. Et des fois, c'était assez surprenant de voir que, par exemple, pour les Soviétiques ne comprennent pas que les Américains planifient ad nauseam avec des montagnes de documents de planification. Les Soviétiques, ils vont plus à la « va comme je te pousse », sont plus dans l'improvisation. Les Soviétiques ont aussi des façons originales d'aborder des problèmes. Ça a vraiment été un apprentissage de part et d'autre. C'est un peu comme nous dans notre vie. On a une façon d'envisager les choses et quand on rencontre quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a une toute autre perspective, c'est parfois assez surprenant, parfois troublant, mais souvent assez enrichissant.
Dans le cas de la mission Apollo-Soyouz, les Américains se sont enrichis de la vision des Soviétiques et les Soviétiques se sont enrichis de la vision américaine. Ça a été une belle courbe d'apprentissage. 59 jours en apesanteur. Le 28 juillet, la NASA expédie un deuxième équipage vers sa station orbitale Skylab. Cependant, chemin faisant, les 3 astronautes découvrent une fuite dans le système des moteurs fusées qui servent à manœuvrer leur capsule. Voilà qui pourrait compromettre leur mission, comme ce sera le cas de la mission Starliner 50 ans plus tard. Malgré tout, les 3 hommes parviennent à rejoindre la station, à s'y arrimer et à s'y installer. Ils ont au fait gagné l'intérieur du Skylab, tout le contraire des premiers résidents de la station en mai dernier, et tel que nous le racontons dans le balado 111. Mais voilà que les 3 hommes sont fortement incommodés par le mal de l'espace, éprouvant de sévères nausées, des étourdissements et des vomissements. Ce que les spécialistes appellent le syndrome d'adaptation à l'espace serait lié à un conflit entre ce que voit un astronaute et ce que perçoit son mécanisme d'équilibre situé dans ses oreilles. Les nausées et autres inconforts se manifestent surtout lorsque l'astronaute se déplace ou bouge la tête. De fait, les astronautes du Skylab sont nettement plus affligés par ce mal que tous ceux qui les ont précédés dans l'espace. Au 4e jour de vol, le commandant de la mission, Alan Bean, explique. On se sent plutôt bien entre les repas, mais lorsque vient l'heure de manger, on se demande si on mangera tout ce qu'il nous faut pour se garder en forme ou seulement ce dont on a envie, c'est-à-dire à peu près rien. En conséquence, les astronautes ont peu d'entrain au travail et ils accumulent du retard dans la mise en fonction de la station et dans l'amorce de leur programme scientifique. Heureusement, au 5e jour de vol, Bean rapporte. C'est le premier matin où, après le déjeuner, on se sent bien. On se sent même vraiment très bien en ce moment. C'est le meilleur début de journée depuis que nous sommes ici. C'est la première fois qu'un équipage est autant affligé du mal de l'espace. Pour expliquer ce qui se passe, les spécialistes du syndrome d'adaptation à l'espace émettent l'hypothèse que le passage rapide d'une capsule exiguë au vaste laboratoire a probablement aggravé le mal. C'est là une leçon qu'on retiendra par la suite. Prendre son temps avant de passer dans un vaste habitacle et surtout, éviter dans les premières heures de trop se déplacer et de bouger la tête. Mais à peine les 3 hommes se remettent-ils des inconforts des premiers jours qu'ils font face à une urgence. À leur 6e jour de vol, une alarme les réveille à 6h45 du matin à cause d'une baisse subite de pression et de température dans le système des moteurs fusées de leur capsule Apollo. Voilà qui pourrait nécessiter leur retour immédiat sur Terre. Heureusement, la situation se stabilise au bout de 2 heures, mais il ne reste pas moins qu'Apollo pourrait ne pas être en mesure de les ramener sur Terre. Et c'est pourquoi la NASA entame les préparatifs d'une mission de secours. C'est-à-dire qu'on va transformer la capsule qui est préparée pour expédier le 3e équipage vers Skylab pour la convertir en un vaisseau capable de transporter 5 passagers. En même temps, on va préparer en toute vitesse la fusée porteuse capable de lancer cette capsule-là. C'est ainsi que la capsule pourrait s'envoler dès le 5 septembre avec 2 astronautes à bord et 3 sièges vides. Ça oblige l'organisation de cette mission d'urgence, ça oblige les équipes au sol à travailler 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'était la première fois qu'on organisait une mission de sauvetage spatial. C'était un épisode que, évidemment, j'ai suivi à l'époque avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que la capsule va être prête à temps pour aller récupérer les astronautes si jamais ils sont en difficulté? Ce fut un beau suspense qui s'est produit au cours de l'été 1973. Entre-temps, les résidents du Skylab poursuivent comme si de rien n'était le plus vaste programme scientifique et technologique jamais entrepris. En plus de réaliser une foule d'observations médicales sur eux-mêmes, ils scrutent la Terre au moyen de caméras spécialisées afin de recueillir des données sur la température des océans, pour la cartographie, sur l'utilisation des sols, sur l'ensemble des cultures et de la pollution, ainsi que pour l'exploration pétrolière. De même, ils mènent d'importantes observations du Soleil et de l'univers en tirant profit du fait qu'il se trouve par-delà l'atmosphère terrestre. C'était des observations très, très importantes parce que justement, on est au-delà de l'orbite de l'atmosphère terrestre qui empêche un certain nombre d'observations, entre autres astronomiques. Par ailleurs, les astronautes avaient apporté avec eux des poissons et 2 araignées
afin d'observer leur comportement dans l'espace en apesanteur. C'est intéressant d'ailleurs, l'un des astronautes, Owen Garriott, a rapporté que dans les premiers jours, les poissons dans leur aquarium étaient totalement désorientés. Ils ne savaient pas où était le haut et le bas. Comme l'a dit Garriott, eux aussi ne savent pas où est le haut et le bas. Par contre, au bout de quelques jours, les poissons ont décidé que le mur sur lequel était accroché leur aquarium devait être le bas. Donc, ils se sont orientés en conséquence. Il a aussi observé, ça c'est intéressant, qu'il y a des poissons qui sont nés entre-temps, mais que ces poissons-là étaient déjà adaptés à l'apesanteur dès leur naissance. Ils s'étaient donc adaptés alors même qu'ils étaient dans leur œuf. Donc, les poissons se sont adaptés rapidement à l'apesanteur, un peu comme les astronautes, mais les astronautes, au moins, eux, ils savaient qu'ils s'en allaient en apesanteur. Les poissons, eux autres, se sont retrouvés du jour au lendemain dans un environnement totalement inconnu. Mais au bout de quelques jours, ils s'étaient adaptés, alors que même les nouveaux poissons, ils étaient déjà à leur naissance. Assez fantastique, la vie. Et les deux araignées, qui ont été baptisées Arabella et Anita, sont aussi du voyage afin d'observer leur capacité à tisser des toiles en apesanteur. Il s'agit d'une expérience aussi simple qu'originale proposée par une jeune étudiante. Dans un premier temps, constate Garriott, les araignées tissent des toiles difformes, puis de jour en jour, elles s'améliorent. Garriott constate qu'Arabella prend très rapidement et sans aucun entraînement préalable. Elle a même trouvé une solution astucieuse pour compenser l'absence de gravité, dit-il avec ravissement. C'est intéressant, hein? Une expérience toute simple proposée par une jeune étudiante qui a donné des résultats assez amusants quand même. De leur côté, les responsables de la mission ont de plus en plus confiance que la capsule Apollo va être en mesure de remplir sa mission, donc de rapatrier l'équipage au terme de leur mission de 59 jours. À la mi-août, ils ordonnent donc aux équipes de reprendre les préparatifs réguliers pour la prochaine mission. Donc, on ne travaille plus 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. La capsule qui est destinée à transporter le troisième équipage vers Skylab reste quand même éventuellement disponible si jamais on devait organiser une mission de sauvetage. Mais disons qu'à partir de la mi-août, l'alerte est en bonne partie réglée. Finalement, les astronautes reviennent sans problème sur Terre le 25 septembre, après une mission record de 59 jours et demi en apesanteur. Les examens médicaux révèlent que les trois hommes sont étonnamment en excellente santé, leur tension artérielle et leur rythme cardiaque étant parfaitement normaux. Cette mission marque un jalon très important parce que les astronautes sont vraiment revenus dans un excellent état de santé, ce qui fait que les responsables du programme Skylab ont dit le prochain équipage qui devait passer 2 mois dans l'espace pourrait bien y séjourner 3 mois si tout va bien. Le 27 septembre, les Soviétiques lancent 2 cosmonautes à bord de la capsule Soyouz 12. Ils reprennent ainsi leur vol habité après 2 années de pause suite à la tragédie de Soyouz 11. L'objectif premier de cette mission-là, c'est de tester à nouveau les systèmes de bord du Soyouz. Là, la capsule a été transformée, c'est-à-dire que dorénavant, elle va transporter 2 cosmonautes en scaphandre et non plus 3 cosmonautes en manche de chemise. Il faut rappeler que lors de l'accident de Soyouz 11, si les cosmonautes avaient été en scaphandre, ils auraient survécu à la dépressurisation de leur capsule lors de la rentrée dans l'atmosphère. C'est donc dire que dorénavant, les cosmonautes qui vont voler en Soyouz vont être en scaphandre. Maintenant, la capsule Soyouz est si exiguë qu'on ne peut pas y mettre 3 hommes en scaphandre dans la capsule. Elle va dorénavant transporter seulement 2 hommes. Les cosmonautes de la mission Soyouz 12 vont passer seulement 2 jours dans l'espace, le temps de tester leur véhicule. Ils reviennent sur Terre sans aucun problème. À la découverte de Mercure et de Jupiter. Le 3 novembre, la NASA lance la sonde Mariner 10, la première à explorer la planète Mercure, au sujet de laquelle on ne sait presque rien. Cette planète étant la plus proche du Soleil, on l'imagine stérile, brûlée vive par le Soleil et ressemblant à la Lune. On attend donc de voir. La mission de Mariner 10 est de prendre des milliers de photos du sol de Mercure. Certaines photos pourraient avoir des détails aussi précis que de 100 mètres seulement. Elle a aussi pour mission de prendre la température de la planète, quelle température il fait sur Mercure, et éventuellement de détecter la présence d'un champ magnétique s'il y en a un.
Mariner a un premier rendez-vous avec Mercure, donc elle va survoler Mercure une première fois au mois de mars prochain. Mais peu après son départ de la Terre, elle photographie pour la première fois le duo Terre-Lune vu à grande distance. Ces photos montrent deux petits astres quelconques perdus dans l'immensité de l'espace et nous font réaliser la grande distance qui les sépare. Chemin faisant vers Mercure, elle croise Vénus et pour la première fois la photographie. Mais comme on s'y attendait, ces photos ne montrent pas grand-chose à cause de la couche nuageuse blanchâtre et épaisse qui enveloppe la planète. En même temps, Mariner 10 se sert de la gravité de Vénus pour se propulser vers Mercure. Nous allons d'ailleurs montrer les photos qu'a pris Mariner 10 dans le fascicule qui accompagne ce balado. Particulièrement, c'est intéressant la photo où on voit la Terre et la Lune. On voit deux petits astres séparés par une longue distance. C'est pas une photo très spectaculaire, mais quand on la regarde attentivement, ça laisse songeur. Il faut savoir que Mariner 10 est devenue la première sonde à utiliser l'assistance gravitationnelle d'une planète pour se propulser vers une autre. Ça a été aussi la première sonde qui a photographié le duo Terre-Lune. Ça a été la première sonde qui a photographié Vénus. Et éventuellement, ça va être la première sonde à avoir étudié deux planètes au cours d'une même mission. Je raconte tout ça parce qu'aujourd'hui, c'est ce que font régulièrement nos sondes, c'est-à-dire qu'ils visitent plusieurs planètes, se servent de la gravitation de différentes planètes pour se propulser d'une à l'autre. On peut penser aux sondes voyageurs. Mais dans le cas de Mariner 10, c'était la première fois qu'on exécutait ce genre de missions qui sont maintenant, aujourd'hui, on pourrait presque dire routinières. Par ailleurs, fin novembre, la sonde Pioneer 10 devient la première à explorer Jupiter, la plus grosse et impressionnante planète du système solaire. Le 4 décembre, elle passe en trombe à 126 000 km/h à 130 000 km de la planète géante et chemin faisant, elle nous transmet les premières images de Jupiter vues de près, nous donnant un premier aperçu de son atmosphère bariolée de bandes colorées, ainsi que de la mystérieuse Grande Tache Rouge, un ouragan 5 fois plus vaste que la Terre et qui existe depuis au moins 400 ans. Pour la première fois, Pioneer 10 photographie 3 des principales lunes de Jupiter. On pense à Callisto, Ganymède et Europe. Des lunes qui, même observées à l'aide de nos plus puissants télescopes terrestres, n'apparaissent que comme de petits points blancs. Ça a été donc notre premier regard sur ces satellites-là. La sonde, comme on l'a dit, passe en trombe à travers le champ magnétique de la planète. En fait, au grand soulagement des spécialistes, elle survit à l'intense champ magnétique qui entoure la planète et elle pave ainsi la voie à la sonde Pioneer 11 qui la suit et éventuellement aux sondes voyageurs. Ensuite, la sonde va poursuivre sa course, va passer au-delà de l'orbite de Jupiter pour finalement devenir le premier objet de fabrication humaine à quitter le système solaire dans plusieurs décennies plus tard. Pendant ce temps, sur Terre, nous attendons avec impatience le passage de la comète de Kohoutek. Tout au long de l'automne, on nous parle d'une comète qui pourrait devenir, dans le temps des fêtes, quasiment aussi brillante qu'une pleine lune. Les journaux sont tapissés d'articles annonçant le spectacle époustouflant de la comète du siècle. C'est dire comment nos attentes étaient très très grandes. Hélas, Kohoutek, et là vous allez comprendre pourquoi la plupart des gens n'ont pas entendu parler, hélas, Kohoutek va devenir la déception du siècle, c'est-à-dire elle s'est avérée extrêmement difficile à voir. En fait, pour la repérer, là, il fallait savoir exactement à quelle heure elle était visible dans le ciel et où la regarder. Et même, il fallait utiliser une bonne paire de jumelles. Et encore là, c'était pas facile de la voir. Moi, j'ai eu la chance de la voir. Il y a plein de gens à qui j'ai parlé à l'époque, personne ne l'a jamais vue. Moi, j'ai su où la regarder avec une paire de jumelles. J'ai vu une tache à peine visible dans le ciel. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous avait promis. Pour l'astronome Lubos Kohoutek, qui est son découvreur, il est devenu un peu la risée du monde entier, là, comme si c'était sa faute si la comète n'avait pas été la comète du siècle, alors qu'en réalité, il n'y est pour rien. Hein. Ce que Kohoutek a fait, c'est qu'il a repéré de très loin cette comète-là, et c'est par la suite, et c'est pas lui là, qui l'a dit, c'est par la suite qu'on s'est mis à spéculer que ça pourrait être un spectacle extraordinaire, qu'elle pourrait devenir aussi visible que la Lune, et que là, les médias ont monté en épingle nos attentes. Le pauvre Lubos Kohoutek, il y est pour rien dans tout ça, mais il est devenu presque le synonyme
de l'échec du siècle, alors qu'il n'y a rien à voir avec ce qui s'est passé. Autant il est devenu une vedette internationale, il y a eu beaucoup d'articles, de reportages qui ont été faits sur lui, autant après ça, il a sombré dans l'oubli, le pauvre. Et en revanche, pour les scientifiques, cette comète demeure fort intéressante puisque c'est la première à être étudiée lors d'un premier passage près du Soleil. Scientifiquement, dit-on, ce serait même la comète la plus intéressante que nous ayons observée depuis celle de Halley. Rébellion dans l'espace. Le 18 novembre, la NASA expédie le 3e et dernier équipage de Skylab. Cette mission record de 3 mois a été décalée de quelques semaines afin de permettre aux astronautes de mieux observer le passage de la comète Kohoutek. C'est dire l'intérêt qu'on porte à celle-ci. Mais alors que l'équipage fait route vers la station, l'un des 3 astronautes, Bill Pogg, est déjà fortement incommodé par le syndrome d'adaptation à l'espace et il vomit. Cependant, l'équipage s'entend pour ne pas en souffler un mot à Houston. Toutefois, les contrôleurs au sol en sont informés puisque les astronautes ont par mégarde enregistré leur conversation et que celle-ci a par la suite été retransmise automatiquement au sol. Le patron des astronautes, Alan Shepard, semonce alors l'équipage. « Nous considérons que vous avez commis une grave erreur de jugement, leur dit-il. Nous sommes ici pour vous aider et nous nous attendons donc à ce que vous nous fassiez savoir lorsque vous rencontrez des problèmes dès qu'ils se produisent. » Pour sa part, le commandant de la mission, Jerry Kerr, admet volontiers. C'était une décision stupide. L'incident est clos, mais il laissera des traces sur la suite de la mission, la confiance étant minée entre Houston et l'équipage. Une fois la capsule Apollo arrimée à la station, 7 heures après le lancement, les 3 hommes demeurent à bord et attendent au lendemain avant d'y pénétrer. On espère ainsi éviter qu'ils ne soient trop affligés par le mal de l'espace. Hélas, c'est peine perdue, puisqu'au cours des premiers jours de vol, Bill Pogg en est si incommodé qu'il est incapable d'accomplir ses tâches. Il revient au commandant d'assurer sa relève. Dès le départ, les choses se passent mal puisque l'équipage accumule beaucoup de retard dans l'activation de la station et additionne les bévues. C'est ainsi que plusieurs erreurs de procédure causent des ennuis tels que des interrupteurs mal réglés qui entravent la mise en marche du système de ventilation. Toujours est-il qu'une semaine après leur arrivée à bord, l'équipage n'est pas encore organisé. Les astronautes sont fatigués et en retard constant sur leur horaire. En outre, ils passent des heures chaque jour à chercher ce dont ils ont besoin pour travailler, ce qui les frustre au plus haut point. Ils doivent gérer des milliers d'objets répartis dans des douzaines de casiers et autres places de rangement. Rappelons-nous que dans le balado 153, les petits à côté moins glorieux de la vie à bord d'ISS, nous faisions justement état de l'importance cruciale du rangement avec grande précaution à bord d'une station orbitale. Plusieurs fois, les astronautes montrent des signes d'irritabilité envers les contrôleurs de Houston. Ils se plaignent entre autres de la qualité des tâches inscrites à leur horaire quotidien. Ils doivent aussi souvent faire face à des tâches pour lesquelles ils sont peu entraînés, notamment effectuer une trentaine de réparations impromptues. Ils sont aussi encombrés par une montagne de paperasse. Liste de contrôle, modification de procédures, instructions de toutes sortes, etc. N'oublions pas qu'à l'époque, on ne dispose pas d'ordinateur comme aujourd'hui pour envoyer facilement des documents PDF ou autres. Par contre, ils disposent d'une imprimante, une grande innovation pour l'époque. Résultat, l'équipage est fatigué et réclame les 8 heures de sommeil qui leur sont théoriquement allouées, mais qui, dans les faits, sont réduites à 6h30 tout au plus. Enfin, 2 des 3 astronautes décident de se laisser pousser la barbe, qui devient longue et fournie. Une première. Ce qui leur confère des allures de révolutionnaires à la Fidel Castro. Voilà qui symbolise leur révolte et leur ras-le-bol envers les contrôleurs au sol. C'est jamais vu dans l'histoire des vols spatiaux, hein? Mais dans le fond, les astronautes n'avaient pas tout à fait tort. C'est-à-dire que les responsables se sont rendus compte par la suite que dès le départ, ils avaient vraiment surchargé les astronautes. En fait, ils avaient prévu un programme en se basant sur ce que l'équipage, le 2e équipage habité Skylab avait réalisé. Or, cet équipage-là avait réalisé des performances qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, les attentes pour l'équipage 3 étaient beaucoup trop élevées.
En plus, cet équipage-là, le troisième équipage, avait beaucoup de matériel à installer à bord de la station spatiale. Ils ont eu à faire face à des ajouts à leur programme, surtout à la dernière minute. Peu avant le décollage, on avait ajouté des opérations à leur vol. En plus, ils ont eu à faire une trentaine de réparations pour lesquelles ils n'avaient pas vraiment prévu d'entraînement. Et en plus, comble de malheur, les scientifiques voulaient tirer profit au maximum de ce dernier séjour à bord de la station spatiale. Ce qui fait que l'équipage a vraiment été surchargé dès le départ. Et c'est là un enseignement qu'on a appris, c'est-à-dire, il faut faire attention quand un équipage s'installe à bord d'une station spatiale, il faut y laisser le temps de trouver ses marques, de trouver son rythme et éviter de trop lui en demander, surtout dès le départ. Et, comble de malheur, cet équipage s'est montré moins productif et proactif que leurs prédécesseurs. C'est ainsi que, contrairement à ces derniers, les nouveaux résidents du Skylab étaient réticents à travailler durant leurs jours de repos et préféraient dormir davantage. En conséquence, aux yeux des contrôleurs de vol, ces astronautes semblent manquer d'enthousiasme et ne donnent pas leur plein rendement. Heureusement, au bout d'un mois, les choses ont commencé à se placer. Les astronautes ont pris leur rythme de travail. Les gens de Houston ont fait attention pour éviter de trop les surcharger. De sorte qu'à partir du 33e jour, tout est à peu près rentré dans l'ordre. C'est alors que les choses ont pris leur rythme et que la troisième édition est devenue nous a servi un bel apprentissage. Il faut laisser le temps aux astronautes de trouver leur marque et de prendre leur rythme de travail. Entre-temps, le 18 décembre, les Soviétiques lancent Soyouz 13 avec 2 cosmonautes à bord. Pour la première fois, des Américains et des Russes se trouvent en même temps dans l'espace. Les cosmonautes vont passer une semaine dans l'espace afin d'observer la comète Kohoutek et de faire un certain nombre d'expériences scientifiques. Parce qu'à bord de leur Soyouz, il y a différents instruments pour faire des observations astronomiques, des observations médicales et ainsi que des ressources naturelles de la Terre. C'est donc une espèce de mini-laboratoire que les Russes ont lancé, mais au lieu de passer des mois dans l'espace à bord d'un Skylab, les cosmonautes vont passer seulement une semaine à bord d'un petit vaisseau Soyouz. Les 2 cosmonautes reviennent sur Terre au bout de 8 jours en se posant au Kazakhstan en pleine tempête de neige. Aucun vaisseau américain n'est capable de se poser dans de mauvaises conditions, et ce, même aujourd'hui. Et pendant ce temps, les astronautes du Skylab poursuivent leur intense programme de vol sans plus de problème avec Houston. Exactement. Les choses se sont tassées, tout va bien. Le 24 décembre, ils vont célébrer Noël dans l'espace en se confectionnant un sapin à l'aide de boîtes de conserve, de rouleaux de papier usés, différents emballages de couleurs. Le sapin, d'ailleurs, on va reproduire des photos dans le fascicule, a eu pour effet un peu de détente d'atmosphère. Les astronautes en ont profité aussi pour livrer un message à toute l'humanité en nous disant que l'un des objectifs principaux de l'humanité devrait apprendre à vivre ensemble en paix et en harmonie. On pourrait dire que c'est un message qui est tout aussi d'actualité 52 ans plus tard. Le lendemain, le jour de Noël, 2 des astronautes vont sortir dans l'espace afin d'observer la comète Kohoutek et le Soleil à l'aide d'instruments particuliers spécialisés. Et ils vont aussi faire quelques menus travaux. Donc, la Noël s'est passée lors d'une sortie dans l'espace et tout va bien à bord du Skylab, heureusement. 3 jours plus tard, la comète Kohoutek passe à 21 millions de kilomètres du Soleil et à plus de 400 km par heure. Passant ensuite derrière lui, elle disparaît de notre vue durant 2 semaines, avant de réapparaître à la mi-janvier. La comète retourne alors vers les confins du système solaire et ne sera pas de retour avant 70 000 ans, où on saura l'humanité à ce moment-là. On peut se poser effectivement la question. Le 31 décembre, les astronautes du Skylab deviennent les premiers hommes à être dans l'espace au moment du changement d'une nouvelle année, de l'arrivée d'une nouvelle année. Or, comme ils font le tour de la Terre 16 fois en une journée, ils vont recommencer la nouvelle année, ils vont 16 fois durant leur journée. C'est-à-dire que, par exemple, dès 8 heures le matin, leur heure à eux, ils vont passer au-dessus de Guam, une île du Pacifique, où là, on va être en 1974, mais quelques minutes plus tard, ils vont retomber en 1973 pour revenir en 1974. Donc, pour eux, le début de l'année s'est fait 16 fois durant la journée.
Voilà qui finit bien l'année ou qui commence bien la nouvelle année. 1974, une année de transition. L'année commence bien pour les 3 astronautes du Skylab puisqu'ils se voient autorisés à poursuivre leur mission pour un 3e mois. C'est dire qu'ils sont en bonne condition physique et que les tensions et frustrations du début se sont résorbées. Le programme Skylab ayant déjà rempli tous ses objectifs, chaque jour de plus est un bonus. L'équipage poursuit donc son vaste programme scientifique, biomédical et d'observation de la Terre, du Soleil et de la comète Kohoutek, mais tout en faisant de plus en plus face à des pannes d'équipement, certains systèmes ayant déjà dépassé leur durée de vie. En fait, les astronautes sont à bord d'une station qui est presque en train de mourir. Bon, ils ne sont pas en danger, là, mais plusieurs systèmes flanchent les uns après les autres. Mais tout compte fait, le mois de janvier se passe sans trop de problèmes. Tout va bien à bord. Le 14 janvier, l'équipage établit un nouveau record d'endurance dans l'espace. Et à partir de la fin janvier, là, ils se préparent à revenir sur Terre. Le retour est prévu pour le 8 février. L'avant-veille de leur retour, ils utilisent les moteurs fusées de leur capsule Apollo pour augmenter l'orbite de Skylab d'une dizaine de kilomètres. L'opération a pour but de maintenir Skylab dans l'espace encore jusqu'en 1983 et on espère qu'entre-temps, les navettes spatiales vont entreprendre de voler et qu'un équipage de navettes pourra aller visiter le Skylab. Ça serait intéressant de voir dans quel état va être la station qui aura passé peut-être une dizaine d'années dans l'espace. Il n'est pas question d'habiter dans la station à ce moment-là. La station va être trop vieille, mais peut-être que les astronautes d'une navette pourraient y effectuer un court séjour pour voir dans quel état ils se trouvent. Ça serait une opération très intéressante qu'on planifie déjà dès 1973. Le 7 février, pour leur dernière journée dans Skylab, les astronautes se consacrent à faire leurs derniers préparatifs et à éteindre un à un les systèmes de bord comme on le fait lorsqu'on quitte une résidence pour longtemps. Le lendemain, les 3 hommes atterrissent dans le Pacifique au terme d'un séjour record de 84 jours et physiquement, ils sont en bonne condition. Ce sont les premiers hommes qui auront passé 3 mois dans l'espace. On est très intrigué de savoir comment se passe le retour sur Terre. Comment ils vont se réadapter à la gravité terrestre? Comment ils vont réagir leur organisme? Entre autres, on sait que leurs os et leurs muscles ont perdu une certaine force dans l'espace. Combien de temps il va falloir pour reprendre leur tonus et se mettre à fonctionner normalement? Et qu'en est-il de leur cœur et de leur sens d'équilibre? Donc, on est vraiment intrigué de voir, est-ce qu'après avoir passé 3 mois à l'apesanteur, on se réadapte assez rapidement ou pas à la gravité terrestre? Est-ce que ça pose des problèmes particuliers? Fort heureuse, fait que les astronautes vont faire l'objet d'observations durant des semaines, des mois et même des années pour voir, par exemple, ça va prendre combien de temps pour que les os reprennent leur force habituelle. Heureusement, ce qu'on découvre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème. Les astronautes se sont assez rapidement réadaptés à la gravité terrestre sans trop de difficultés, ce qui ouvre évidemment des perspectives fort intéressantes pour l'avenir. En fait, ce qu'on constate à l'époque, et c'est très intéressant, c'est que l'organisme humain s'adapte assez facilement à la pesanteur. Il y a des petits problèmes, là, mais s'adapte beaucoup mieux que ce qu'on imaginait au début de l'ère spatiale. Et ensuite, l'organisme humain se réadapte assez bien après avoir passé 3 mois en apesanteur. On s'attendait à des situations beaucoup plus difficiles lorsque des spécialistes réfléchissaient à la question. L'organisme humain est vraiment très surprenant. Un peu aussi comme les animaux qu'on a vus à bord du Skylab. Ils se sont assez rapidement adaptés à l'apesanteur. C'est puissant la vie terrestre. Néanmoins, les 3 équipages du Skylab ont fait face à plusieurs phénomènes déroutants, à commencer par les difficultés engendrées par le mal de l'espace en début de mission. Ils ont aussi découvert que les yeux fermés, un astronaute devient vite incapable de placer ses bras dans une direction précise. On parle alors de la perte du 6e sens, celui de la proprioception, c'est-à-dire la coordination de nos membres sans le support visuel de nos yeux. La proprioception est un sens à la fois peu connu et amusant. On dit que c'est notre 6e sens. Si je vous demandais quels sont nos 5 sens, ça serait intéressant de savoir si on les sait par cœur. Souvent, on en connaît 4, pas nécessairement les 5. Je les rappelle, c'est l'ouïe,
l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Dans le cas de la proprioception, comme on a dit, c'est l'habilité de savoir où se trouvent nos membres sans les regarder. Par exemple, actuellement, vous êtes en train de nous écouter, je ne sais pas dans quelle position vous êtes, mais sans regarder, vous savez exactement où se trouvent vos mains et où se trouvent vos pieds, dans quelle position vous êtes. Vous pouvez faire une petite expérience pour tester votre sens de proprioception. Si vous vous étendez, mettons, sur un lit, vous mettez vos mains soit de chaque côté de votre corps ou peut-être sur votre ventre, et là, vous laissez vaguer vos pensées pendant quelques minutes, vous vous rêvassez, puis ça. Et là, sans bouger, ça c'est très important, sans bouger, à un moment donné, vous dites, où sont mes mains? Est-ce qu'ils sont de chaque côté? Est-ce qu'ils sont sur moi? Vous ne le saurez pas. Vous allez avoir oublié où elles sont et vous ne le percevez pas. Votre sens de proprioception est comme éteint. Il s'agit juste maintenant de bouger le moindre petit doigt et immédiatement, vous allez savoir, ah, mes mains sont dans telle position. C'est ça le sens de la proprioception. C'est un sens qu'on se sert tous les jours sans même le savoir. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de regarder où sont les mains pour aller chercher, par exemple, un verre d'eau ou attraper sa souris ou quelque chose comme ça. C'est un sens qu'on s'utilise sans même s'en rendre compte. Et ce qu'on a découvert, c'est que en apesanteur, ce sens-là disparaît de sorte que si on dit à un astronaute, fermez vos yeux et mettez votre main à telle position, ils sont incapables de le faire. C'est une petite découverte qu'on a faite dans l'espace et qui intrigue beaucoup les chercheurs. D'autre part, le bilan scientifique de Skylab est impressionnant. Les 9 astronautes ont cumulé plus de temps dans l'espace que tous leurs prédécesseurs combinés. Ils ont amassé une vaste gamme de résultats scientifiques, alors que les missions précédentes, de courte durée, avaient avant tout des objectifs techniques. Tests techniques, se poser sur la Lune, etc. Skylab démontre du coup l'intérêt scientifique d'envoyer des hommes dans l'espace. Chose importante en prévision des milliers de vols de navettes qu'on envisage réaliser à partir des années 1980. Au total, les astronautes du Skylab ont recueilli plus de 128 000 photographies du Soleil, plus de 46 000 images de la Terre et plus de 72 km de bandes magnétiques de données. Ils ont observé la comète en 121 occasions. Ils en ont aussi profité pour filmer de petites démonstrations scientifiques à l'intention des élèves. Démonstrations qui seront projetées dans les cours de sciences ces prochaines années. Rendez-vous avec Mars, Mercure et Saturne. En février, les 4 sondes soviétiques lancées l'été dernier arrivent à Mars. Jamais autant d'engins spatiaux n'ont abordé la planète rouge en même temps. Cependant, on ignore ce qu'entendent faire les Russes, bien qu'on soupçonne qu'ils tenteront de s'y poser. Nos attentes et notre curiosité sont donc grandes. Effectivement, moi, je me souviens à l'époque, là, on disait « Wow, il y a 4 sondes soviétiques qui vont aborder Mars dans les prochaines semaines, prochains mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? » Il y a une première sonde, la sonde Mars 4, qui arrive à destination le 10 février. On va apprendre beaucoup plus tard, parce que sur le coup, on ne sait pas exactement, mais on va apprendre beaucoup plus tard qu'elle devait se placer en orbite autour de la planète Mars pour l'étudier durant plusieurs mois. Malheureusement, ce qu'on sait à l'époque, c'est que la sonde passe tout droit. Elle passe à 1850 km de la planète et poursuit sa course. Et la sonde n'a le temps que de prendre une douzaine de photos. C'est évidemment un échec que les Soviétiques vont évidemment taire. 2 jours plus tard, sa jumelle Mars 5 se place, elle, sur orbite. Toutefois, les contrôleurs découvrent une baisse progressive de la pression à l'intérieur du compartiment des instruments de la sonde, de sorte que celle-ci n'aura que 3 semaines pour remplir sa mission. En conséquence, les scientifiques élaborent un programme accéléré, mais Mars 5 n'a le temps que de prendre 108 photos, dont seulement 43 sont de qualité. Autre échec donc. Exactement. Et puis le 12 mars, la sonde Mars 6 arrive à destination. Elle est conçue pour se poser sur la planète. Et effectivement, elle pénètre dans l'atmosphère martienne à vive allure, à la vitesse de 20 000 km/h. Ses parachutes s'ouvrent correctement et durant sa descente, la sonde prend certaines mesures dans l'atmosphère, à savoir quelle est la pression, quelle est la température, et elle renvoie certaines données vers la Terre. Malheureusement, quelques instants avant de se poser sur Mars, on perd tout contact radio. On ne saura jamais ce qui est arrivé. Ce qui fait qu'encore là, un autre échec, un échec totalement inexpliqué. Qu'est-ce qui est arrivé? Jamais on va le savoir. Même les Russes ne le savent pas. Enfin, le 9 mars, Mars 7, conçue elle aussi pour se poser, rate tout bonnement sa cible, passant à 1300 km de Mars, 4 tentatives et 4 échecs.
Exactement. Mais les Russes vont tenter de camoufler en disant nous avons à peu près rempli le programme tel que prévu. Mais évidemment, personne ne va les croire. On sait très bien qu'ils avaient l'intention de se placer en orbite autour de Mars, de se poser sur la planète, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Les Russes tentent toujours de cacher leurs échecs, mais on voit quand même, on est capable de deviner ce qui devait se passer. Ça va prendre des décennies avant. Là, on vous a donné certaines précisions techniques qu'on ne savait pas à l'époque, qu'on va apprendre dans les années 90, ce qui s'est réellement passé, mais on savait à l'époque que les Russes avaient lancé 4 sondes qui ont malheureusement échoué toutes les 4. De son côté, le 29 mars, la sonde américaine Mariner 10 survole Mercure, passant à seulement 700 km d'elle. Comme on s'y attendait, elle observe que cette planète ressemble énormément à la Lune. Les photos que transmet la sonde montrent en effet une surface couverte de cratères et de crêtes, un relief tout aussi chaotique que celui de la Lune. En plus, Mariner 10 mesure la température aux abords de Mercure. Donc, sur la planète, du côté ensoleillé, il fait quelque chose comme 187 degrés. Alors, du côté à l'ombre, de l'autre côté de la planète, il fait moins 183 degrés Celsius. Donc, il ne fait pas très bon vivre sur Mars. En outre, la sonde repère qu'il y a un faible champ magnétique autour de Mercure, mais évidemment, pas d'atmosphère. C'est à peu près ce à quoi on s'attendait. On croit à un moment donné avoir repéré une lune autour de Mercure. C'est une erreur d'observation. Il n'y a pas de lune autour de Mercure. Ce qui fait que ce qu'on sait maintenant, c'est que Mercure et Vénus n'ont pas de lune, la Terre en a une, Mars en a 2 et les planètes géantes en ont des dizaines, voire des centaines. Donc, Mercure et Vénus sont les seules planètes à ne pas disposer de petites lunes. Mariner 10 survole une deuxième fois la planète le 21 septembre, puis une troisième et dernière fois le 16 mars 1975. Elle passe alors à seulement 327 km d'elle, soit plus proche que n'orbitent nos stations spatiales autour de la Terre. Au total, la sonde a transmis plus de 2700 clichés dévoilant près de la moitié de la surface de cette planète. Certains font voir des détails d'à peine 100 mètres. Mariner 10 repère entre autres un spectaculaire bassin de 2500 km de diamètre, qu'on baptisera Caloris Planitia, et qui est un ensemble très intéressant d'anneaux et de crêtes concentriques. Notons qu'il faudra attendre 30 ans avant qu'une nouvelle sonde explore la planète Mercure. Entre-temps, la NASA décide de modifier légèrement la trajectoire de la sonde Pioneer 11 afin de la faire passer beaucoup plus proche, en fait 3 fois plus proche de Jupiter que l'avait fait Pioneer 10. Ce changement de trajectoire-là va permettre d'une part d'observer de plus proche la planète géante, mais aussi d'orienter sa trajectoire afin que la sonde bénéficie de l'effet gravitationnel de Jupiter pour se rendre jusqu'à la planète Saturne. On tire donc profit du fait que, puisque Pioneer 10 a survécu au champ magnétique de la planète, on peut permettre à Pioneer 11 de passer beaucoup plus proche. Petit détail, hein? S'il faut à peu près 20 mois pour se rendre à Jupiter, c'est le cas de Pioneer 10 et 11, il va falloir 5 ans à la sonde Pioneer 11 pour ensuite se rendre à Saturne. C'est donc dire que la belle planète à anneaux est beaucoup plus loin que Jupiter. De leur côté, le 29 mai, les Soviétiques lancent la sonde Luna 22 qui cartographie la Lune et étudie l'environnement lunaire durant plus d'une année. Et puis, le 28 octobre, ils lancent la sonde Luna 23 qui a pour mission d'aller récolter une carotte géologique dans le sous-sol lunaire, donc de creuser jusqu'à peu près 2,3 mètres pour aller chercher donc un échantillon en profondeur et nous le rapporter sur Terre. Malheureusement, la sonde atterrit très violemment sur le sol lunaire. Elle survit à l'alunissage, mais ses équipements sont trop endommagés pour qu'elle puisse remplir sa mission. C'est quand même dommage parce que ça aurait été extrêmement intéressant si on avait pu ramener une carotte de 2,3 mètres de long. Ça aurait été une opération scientifique très intéressante qui n'a malheureusement pas eu lieu. La mystérieuse opération de l'été 1974. Le 25 juin, les Soviétiques placent sur orbite leur 5e station orbitale qu'ils baptisent Salyut 3. 10 jours plus tard, ils y expédient un premier duo de cosmonautes.
Les observateurs constatent rapidement que les Russes sont plus avares d'informations qu'à l'accoutumée, et très vite ils concluent qu'il s'agit en réalité d'une station spatiale militaire, une première en soi. Exactement. Et on va apprendre avec le temps que l'aménagement à l'intérieur de la station est différent de celui de Salyut 1. Et entre autres, que la station Salyut 3 est équipée d'une puissante caméra pour observer la Terre. Pour observer la Terre, évidemment, à des fins militaires, ce que n'avoueront jamais les Soviétiques. On va même apprendre, je pense que c'est 2 décennies plus tard, que Salyut 3 est équipé d'un canon pour le cas où un satellite américain voudrait intercepter la station. C'est un peu farfelu comme opération si on l'analyse comme il faut. Ça montre un peu la paranoïa qui rongeait les Russes à cette époque-là. Finalement, Salyut 3 est beaucoup plus modeste que la station Skylab puisqu'elle est 3 fois plus petite. Ça m'a un peu perturbé cette histoire de canon, pour tout dire, Claude, puisque je me suis demandé comment les Russes avaient l'intention d'utiliser une arme comme ça dans l'espace, puisque on sait que dans l'espace, on est tenu à rien. Voilà, quand on utilise un canon sur Terre, le canon est posé sur Terre, il prend appui sur la Terre. Mm-hmm. Si on tire un coup de canon dans l'espace, on va subir une accélération dans l'autre sens. Donc... pour moi, c'est très curieux d'utiliser un canon dans l'espace. Absolument. En fait, ça aurait changé légèrement la trajectoire du Salyut s'il l'avait utilisé. Oui. C'est surtout que c'est presque une opération d'arrimage. Il aurait vu, mettons, approcher un satellite américain et au bon moment, il aurait tiré un boulet. On ne sait pas exactement quoi. Mais ça demande une précision. Une opération d'arrimage, c'est quelque chose de difficile, particulièrement à l'époque où on ne maîtrise pas. Ça aurait été à peu près impossible que les cosmonautes à bord du Salyut réussissent à intercepter un satellite américain qui aurait voulu s'en prendre à leur Salyut. Et il faut dire aussi que les Américains n'avaient aucun plan en ce sens. Ce qu'on comprend, c'est que ce canon-là a été installé sur le Salyut des années plus tôt. En fait, il faisait partie des plans d'origine. Probablement qu'il n'y avait même pas de boulet à bord. C'était probablement une arme inopérante. Mais ça montre à l'époque que quand ils ont conçu le Salyut 3 dans les années 60, ils s'inquiétaient de ce que les Américains pourraient peut-être vouloir les intercepter. Et c'est de la folie. C'est de la paranoïa. Oui, d'autant que si on tire un coup et puis qu'on rate le satellite, il se peut très bien que l'obus ou le projectile revienne nous visiter sur l'orbite d'après. Absolument, oui, parce qu'il est placé en orbite comme la station. Absolument, ça serait devenu un danger pour la station elle-même. Et si on fait coup au but, là, on va générer un champ de débris et qui va aussi fortement nous embêter. C'est ça. Ce qui est intéressant, Florent, dans ce que tu dis, c'est toutes des considérations dont on ne pensait pas à l'époque. Oui. Quand tu parles de champ de débris, Hollywood nous a souvent montré que s'il y avait une météorite qui s'approcherait de la Terre, on pourrait tirer un coup de canon qui détruirait en 1000 morceaux le météorite. Sauf que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les 1000 morceaux s'en viennent quand même vers la Terre et ils vont causer une catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on se dit si jamais il y avait un astéroïde qui menaçait la Terre, il ne faut pas le détruire, mais il faut changer sa trajectoire. Mais dans les années 70, Hollywood nous l'a très bien montré. On pense qu'on va détruire l'astéroïde et ça va régler notre problème. Les Russes pouvaient penser qu'ils vont détruire un satellite américain qui menacerait leur Salyut. En réalité, il causerait plus de problèmes qu'autre chose. Donc, on n'avait pas la conscience qu'on a aujourd'hui. Et donc, le premier séjour de l'équipage de Salyut 3 ne dure que 2 semaines, les cosmonautes revenant sur Terre le 19 juillet. Et 5 semaines plus tard, un second duo est lancé. Toutefois, celui-ci rate son arrimage et revient d'urgence sur Terre, se posant en pleine nuit et par un violent blizzard. Et encore, les Soviétiques tentent de camoufler ce nouvel échec en prétendant que ce Soyouz avait simplement pour mission de tester un nouveau système de rendez-vous et d'amarrage, mais c'est peine perdue. Absolument, parce qu'au contraire, là, les Américains commencent à s'inquiéter devant la série d'échecs qui se produit du côté des Soviétiques, alors qu'on est à moins d'1 an de la mission Apollo-Soyouz. En fait, on s'inquiète de plus en plus de est-ce que lors de cette mission-là, on n'exposerait pas les astronautes américains à un risque, donc à du matériel soviétique qui est de toute évidence peu fiable. En fait, il y a même un sénateur qui s'appelle William Proxmire
qui était un ardent opposant du programme spatial américain. En fait, ce sénateur-là, si ça avait été juste de lui, ça ferait longtemps qu'on aurait fermé la NASA. Et donc, ce sénateur, lui, depuis des années, qui s'oppose à tout ce qui est programme spatial. Et là, ce sénateur-là se dit, écoutez, il faut absolument mettre fin à l'opération Apollo-Soyouz avant de mettre nos astronautes en danger. Heureusement, les Soviétiques annoncent qu'ils lanceront sous peu un Soyouz afin de procéder à une répétition générale de leur portion de cette mission. Voilà qui étonne. C'est ainsi que le 2 décembre, ils lancent un Soyouz identique à celui du vol conjoint et qui est piloté par 2 réservistes de cette mission. Et durant 6 jours, chaque étape d'ASTP est reproduite avec succès. L'équipage revient sur Terre sans problème, ce qui a pour effet de rassurer tout le monde, sauf le sénateur Proxmire. De l'avis des responsables américains et russes, le succès de cette mission démontre que le matériel du vol commun est bien au point. Et puis, le 8 décembre, la sonde Pioneer 11 frôle comme prévu la planète Jupiter. Elle passe à 42 500 km de cette planète-là, ce qui lui permet de bénéficier de l'effet gravitationnel qui va la propulser vers Saturne. À ce moment-là, la sonde acquiert une vitesse record de 171 000 km/h. Pour vous donner une idée, à cette vitesse-là, on pourrait franchir la distance Terre-Lune en un peu plus de 2 heures. Lors de son passage près de Jupiter, la sonde en profite évidemment pour photographier la planète de proche, particulièrement la fameuse Grande Tache Rouge. La Grande Tache Rouge, c'est un ouragan qui est à peu près 4 ou 5 fois plus vaste que la Terre et qui sévit sur la planète depuis au moins 400 ans. C'est vraiment une formation météorologique très intrigante. La photo passe aussi, prend ensuite la direction de Jupiter avec son rendez-vous qui est prévu pour le 1er septembre 1979. Évidemment, on va en parler lors d'un futur épisode de la conquête de l'espace. Conclusion, une grande année à venir. Finalement, le 24 décembre, les Soviétiques lancent Salyut 4, une station orbitale à vocation civile et qui sera occupée durant une bonne partie de l'année 1975. Cette opération permettra aux Soviétiques de s'ouvrir au monde en matière d'exploration de l'espace. 1975, c'est l'année évidemment de la mission Apollo-Soyouz. C'est aussi l'année où on va lancer les sondes Viking vers la planète Mars, sondes qui vont se poser à l'été 1976. C'est aussi l'année où les Soviétiques vont occuper la station Salyut 4. C'est une année où on va apprendre énormément de choses sur le programme spatial soviétique qui, jusqu'à maintenant, comme on l'a vu, est assez secret. 1975, c'est une année de grand cru que nous allons couvrir l'automne prochain. En terminant, je me permets d'en profiter pour remercier nos supporters Patreon qui, sans eux, je pense qu'on pourrait dire que le balado n'existerait pas. En fait, votre contribution monétaire est très importante pour nous. C'est un soutien tangible. Donc, on vous remercie et sachez que c'est très, très apprécié. On est heureux de faire en sorte que le balado soit gratuit pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas les moyens de supporter. Mais ceux qui sont en mesure de le faire, sachez que c'est extrêmement apprécié. Peut-être rappeler que quand vous êtes un supporteur Patreon, vous avez 2 petits avantages. D'abord, vous avez la chance d'écouter les balados 2 semaines avant tout le monde. Par ailleurs, vous avez accès aux fascicules qui sont des documents qui reprennent l'information que je diffuse dans un balado, mais avec des photos et souvent, il y a beaucoup plus d'informations. Il y a des compléments d'informations. Je pense que c'est des beaux petits documents. Je sais que certains l'apprécient beaucoup. Donc, quand vous êtes supporteur Patreon, vous bénéficiez de ces 2 avantages-là. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous nous appuyez concrètement et ça, on l'apprécie beaucoup. En terminant, je le dis souvent, j'aime ça quand vous m'écrivez parce que j'aime ça apprendre à vous connaître, à savoir qui nous écoute. Et vous savez, vous avez, ceux et celles qui m'écrivent, vous avez souvent une grande influence sur les balados. Vous influencez le cours un peu des épisodes parce que je pense entre autres au balado 157 qui était les questions-réponses à propos des stations spatiales. Balado d'ailleurs qui a été beaucoup apprécié. Et ça, c'est parce que l'un d'entre vous, Cédric, a pris la peine de m'envoyer une série de questions, m'a suggéré ce sujet-là. Sans lui, le balado n'existerait pas. Je peux penser au balado suivant, qui a connu aussi un très bon succès, c'est Rêvons un brin, quand je raconte un peu l'histoire de mon époque. Ce balado-là, comme je le raconte au début, il est dû au fait que plusieurs m'ont dit « On aime ça t'entendre raconter des choses, ça nous aide même à nous endormir le soir. »
Et ça a donné naissance à ce balado-là. Tout ça pour vous dire que quand vous m'écrivez, vous me posez des questions ou simplement le fait de vous présenter à moi m'inspire, me stimule et amène des idées originales que je n'aurais pas eues autrement. Donc, sentez-vous toujours bien à l'aise de m'envoyer un petit mot. Des fois, les gens m'expliquent tout simplement qui ils sont, dans quel cadre ils écoutent le balado, quel est le balado favori. Parfois, ils me suggèrent un sujet. Tout ça, c'est très apprécié. Ce qui fait que quand vous écrivez à l'adresse baladovde@gmail.com, quand vous écrivez à cette adresse-là, c'est directement à moi que vous vous adressez et ça me fait toujours un plaisir de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à m'écrire à baladovde@gmail.com. Et dans 2 semaines, on va avoir un sujet très intriguant. On voit parfois dans le ciel des choses qui nous étonnent. On va en parler avec un enquêteur qui résout des fois des mystères à se jeter par terre. Vraiment un bon balado à venir. Sur ce, au plaisir, on se revoit dans 2 semaines. À dans 2 semaines, Claude.